Non, c'est vrai, je connais pas le film. Je ne l'ai jamais vu. Moi, Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Moi, je disais Johnny Hallyday. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite vous arrive sous forme d'Extra Ball, notre petite récréation hors format qui nous permet de mettre un rapide coup de projecteur sur un film du moment ou comme on va le faire tout de suite, une ressortie, Miracle Mile de Steve de Jarnatt qui revient au cinéma, occasion rêvée de causer de ce film encore trop méconnu avec mes camarades Arnaud Bordas et Stéphane Moïsakis. Bonjour à tous les deux. Salut messieurs. Thomas. Salut. Bonne bourre Thomas. C'est magnifique. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Miracle Mile et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Je savais que c'était pas une bonne idée de vous donner la parole en même temps à tous les deux. Alors Miracle Mile, appel d'urgence en français, 1989-1990 en France, n'est-ce pas Stéphane? Steve de Jarnatt. C'est tout ce que je sais moi du film, donc à vous de me vendre la chose, Stéphane. Ouais, c'est ce que. En fait, en gros, donc c'est un film qui est en train de revenir sur le devant de la scène en ce moment, qui a été complètement oublié depuis sa sortie, complètement remisé sous le tapis. Il y avait vaguement un DVD MGM américain quelque part à une époque. Ceci dit, c'était un script très très couru en fait par les studios hollywoodiens à l'époque. Ça a fini par se faire parce que. Alors, de quoi ça parlait? En gros, c'est l'histoire d'un type qui tombe amoureux d'une femme dans le quartier de Miracle Mile à Los Angeles et il décide de lui donner rendez-vous un soir pour la revoir, quoi. Et il lui donne rendez-vous dans un diner, il se rate, c'est là où elle travaille. Et en fait, il répond à un appel d'une cabine téléphonique. Et cet appel, en fait, c'est un militaire terrorisé qui, en gros, lui dit les missiles arrivent. En fait, il est persuadé d'appeler son père, le militaire en question. Les missiles arrivent, planque-toi, papa, etc., etc. Et l'autre croit au début que c'est une blague, il comprend pas ce qui se passe, et en fait, il se dit que le ton est tellement sérieux qu'il commence à engrainer tous les gens qui sont autour de lui, en fait, et tout le monde commence à céder à la panique générale. Et son idée principale, en fait, c'est de retrouver la femme qu'il aime, qu'il a ratée de peu, quoi. Et donc, c'est un film qui se passe de nuit. C'est un drame pré-apocalyptique, on pourrait dire, quoi. Voilà. Avec un espèce de ton assez picaresque, assez étrange en fait, parce que c'est un film qui se passe à Los Angeles et qui montre en fait tous les les personnages qui vivent la nuit à Los Angeles et en fait c'est un film qui profite de ça, qui a beaucoup de caractérisation assez étrange, assez travaillé et qui donne un espèce d'aspect de rêve éveillé en fait, voire même parfois de cauchemar éveillé au film, quoi. Et voilà, et c'est un film que Steve de Jarnatt a eu beaucoup de mal en fait à imposer parce que en fait c'est un film qui va au bout de son concept, au bout du principe, et les studios avaient beaucoup de mal avec ça dans les années 80 et du coup en fait il l'a plus ou moins fini par faire un film auparavant qui n'est jamais sorti en France, enfin c'est sorti en France mais qui n'est jamais sorti aux États-Unis en salle, qui s'appelait Chérie 2000 avec Mélanie Griffith, qui est pour le coup un film post-apo, voilà, pareil, un peu étrange aussi, quoi. Et c'est ses deux seules réalisations de long métrage en fait, c'est les deux seuls films qu'il aura fait. Voilà. Voilà. Et le truc c'est que voilà, le film revient aujourd'hui. On a l'impression que ça a commencé l'année dernière quand il l'a montré à Los Angeles. Avec Joe Dante en fait, qui a pas mal fait la publicité en fait du film sur les réseaux sociaux, et que d'un seul coup en fait il y a eu un regain d'intérêt parce que voilà, le film est ressorti en Blu-ray vaguement il y a 2 ans aux États-Unis, mais pareil sans que ça prenne. Et c'est vraiment le fait de non seulement de remontrer le film en salle, alors dans un director's cut très bizarre, parce que c'est vraiment apparemment un plan en fait qui change à la fin, et je me souviens plus c'est quoi exactement le truc. C'est vraiment un plan dans la scène finale, et et avec le réalisateur qui du coup fait la tournée bon là en l'occurrence c'est en France en fait, pour montrer le film un peu partout, et quelque part en fait c'est assez marrant parce que je pense que c'est un film qui risque plus de faire, avec cette ressortie, de faire, et le buzz on va dire entre guillemets, même si c'est un mini buzz de cinéphile, faire plus parler de lui maintenant et plus d'entrées même que ce que ça a pu faire quand c'est sorti à l'époque, parce que je crois que c'est un film qui a fait 5000 entrées France en fait, quand c'est sorti en 1990. Mais c'était vraiment tout petit. Voilà, c'était tout petit, mais c'est un film qui dégage une atmosphère tellement étrange et tellement
pénétrante en fait qui colle un peu à la peau quoi. Et les gens qui ont pu le découvrir à l'époque, voilà, ils s'en rappellent encore quelque part. Ils restent attachés. Arnaud. C'est-à-dire, je pense que la singularité du film, elle vient à la fois de sa manière d'exposer une imagerie californienne typiquement issue des années 80. Je parle dans l'esthétique, les néons, les costumes un peu bariolés, y compris les gueules qui défilent à l'écran. Il y a des acteurs comme Brian Thompson, le méchant de Cobra avec Stallone, en culturiste gay. Enfin voilà, il y a un univers très bariolé, très picaresque, comme disait Stéphane. Et en même temps, donc c'est identifié purement années 80 Californie. Et en même temps, il y a un ton assez noir et assez dur. Auquel qu'on n'est pas habitué à voir plaqué sur ce genre d'univers esthétique justement de ces films-là de cette époque quoi. Donc je pense que c'est ça qui a dû faire à la base l'insuccès du film et qui fait maintenant que quand on revoit ce film issu des années 80 on se dit c'est quoi cet ovni quoi. Voilà, je pense que la singularité du film elle est là et après dans la réception c'est vrai que ce qui a été étonnant et le film va rester pour ça maintenant je pense c'est que c'est la postérité du film. Il fera partie de ces films Miracle Mile dont la postérité aura été assurée par les réseaux sociaux quoi. Parce que c'est vrai que c'est parti de Joe Dante, comme tu disais, et il y a eu une vraie mobilisation en France au point que Steve de Gernat, il est en ce moment en train de faire une tournée dans toute la France, dans plein de villes de province pour présenter le film en double programme avec Chérie 2000, là, sur l'autre film dont tu parlais, Steph. Et donc voilà, c'est un film qui est en train de renaître par le pouvoir des réseaux sociaux, donc c'est quand même assez étonnant quoi. Il faut préciser que Chérie 2000 c'est une commande, donc c'est un film plus déjà c'est pas lui qui a écrit le scénario et surtout en fait c'est qu'à un moment donné il s'est dit bon il avait, alors malheureusement j'ai plus le titre de son court-métrage en tête, mais il avait réalisé un court-métrage au tout début des années 80 qui lui a valu pas mal à l'époque où les carrières de cinéastes se montaient sur des courts-métrages en fait, ça lui avait valu pas mal de comment dire d'accolade en fait des studios quoi. Les studios voulaient vraiment le faire travailler, mais comme ça a pris du temps et qu'il refusait pas mal de projets et parce qu'il voulait vraiment monter Miracle Mile, c'est là où il a fini par accepter la commande de Chérie 2000 en fait pour justifier en fait qu'il puisse monter un budget comme celui de Tarzana, c'est ça, merci. Ouais, qui est un film noir en fait, qui est un film noir et blanc. 1972. Voilà, c'est en 72. Ouais, en fait, il avait commencé, je crois qu'il l'a fini à la fin des années 70. C'est vrai qu'il a une carrière étonnante parce qu'il avait fait ça. Il a fait Chérie 2000 et Appel d'urgence et depuis, je crois qu'il a fait un peu de télé. Mais, un peu de télé, il me semble qu'il a. Je me demande s'il a notamment Urgence aussi. Voilà, et voilà, apparemment, il a énormément travaillé comme ça arrive aussi sur ce genre de cinéaste. En fait, il a travaillé des scripts, il a fait du script doctoring. Il y a une comédie canadienne qui devait être sa première réalisation qui s'appelait Strange Brew avec Rick Moranis. On l'a payé et grassement payé pour qu'il refuse de réaliser le film en fait, pour qu'il accepte de ne pas réaliser le film en l'occurrence dont il est à la base dont il a signé le scénario. Et voilà, donc il a une espèce de carrière un peu étonnante comme ça, je pense très hollywoodienne, très petit auteur hollywoodien. Et le truc c'est que quelque part ça fait plaisir de voir un film de cette trempe en fait revenir sur le devant de la scène, qu'on en parle. Voilà, c'est ça. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est embêtant de voir ce genre de film en fait qui. Arnaud pointait du doigt sa singularité très années 80, mais ça fait partie des bons films. Quand on n'arrête pas de reparler des années 80 aujourd'hui, ça fait quand même partie des vrais bons films de cette époque-là, même s'ils sont marqués. Et puis c'est étonnant parce que moi, pour l'avoir vu en salle à l'époque, quand j'étais ado, Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, moi. Je faisais genre, Arnaud Bordas, c'était ado en 1989. On savait tous que tu avais déjà 35 ans. J'avais 15 ans, mon petit Thomas. Et je parlais déjà comme ça. Voilà. Mais donc, pour l'avoir vu en salle et avoir traversé les 2 décennies suivantes, je me rappelle que c'était un film, on peut pas parler vraiment de film culte, mais c'était presque ça. C'est-à-dire quand on rencontrait quelqu'un qui avait vu ce film, c'était quelque chose. Ah bon, t'as vu Appel d'urgence, parce que c'était le titre français, donc t'as vu Appel d'urgence, ah ouais, t'as vu, c'est étonnant ce film et tout. Ça m'est arrivé dans les 20 ans qui ont suivi la sortie du film, les 20-25 ans qui ont suivi la sortie du film. Ça a dû m'arriver pas beaucoup, mais 3-4 fois où j'ai échangé avec des gens comme ça qui disaient ah oui, moi je l'ai vu aussi. Et donc c'est sympa quand il y a un truc comme ça. Dont on a perçu la singularité, de le voir reconnu, même 25 ans après, comme ça, et de le voir accéder à une reconnaissance qu'il méritait. Quoi. Et que ça prenne auprès d'un tout nouveau public, on va dire, vraiment, parce que je pense que c'est ça l'idée, c'est que le cinéaste
Enfin, je pense que c'est du pain béni pour lui, l'idée de pouvoir Bien vraiment sûr. traverser toute la France pour montrer le film. Mais c'est génial, en fait, de pouvoir se dire que, il y a un distributeur qui permet ça, même si j'imagine que c'est lié au buzz depuis un an, quoi. Mais qui, en plus, en fait, voilà, voir le cinéaste le faire et ne pas rechigner à la tâche, parce que je pense que c'est vraiment son œuvre... comment dire, à la fois maudite et à la fois culte. Ouais, il restera pour ça. Hein. Enfin, Ouais. à moins qu'il nous pondent un grand film là, Ces prochaines années, ouais. d'ici quelques années. Mais... Voilà. Sur une fin de carrière, peut-être à la Miller, qui sait. Est-ce qu'on t'a convaincu? Vous m'avez convaincu, Voilà. messieurs, d'aller voir Miracle Mile, donc, qui est de retour au cinéma, qui va certainement nous revenir dans une édition Blu-ray quelconque, je pense. Ouais, je l'édition pense européenne. qu'apparemment, il y a On une peut édition allemande. On peut compter là-dessus, Ouais, donc, avec ce genre de ça sortie, viendra. souvent accompagné par ça. Notre temps est écoulé, merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, à l'antenne, Paris pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos, et on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun. My lady jump.